Peut-on vivre sans croissance ? Une société qui se condamne à vivre sans croissance, c'est une société qui se condamne à stagner, c'est-à-dire à ne pas améliorer le niveau de vie de ses citoyens, ou la qualité de vie de ses citoyens, et qui se condamne à empêcher de nouvelles idées de remplacer les idées existantes. Par exemple, l'Albanie avait fait le choix de la stagnation et du repli sur soi. Et en général, des sociétés qui choisissent le non-progrès sont des sociétés qui finissent par être totalitaires parce qu'elles empêchent les nouvelles idées d'éclore. Donc vivre sans croissance, c'est pas seulement ne pas s'autoriser à vivre mieux et à améliorer ses conditions de vie, mais c'est aussi ne pas autoriser de nouvelles idées à remplacer d'anciennes idées. Donc c'est forcément barrer la route aux nouvelles idées et à l'intelligence humaine. Donc c'est des sociétés forcément décadentes ou autoritaires, quoi, des sociétés sans croissance. Oui, la croissance est nécessaire, c'est comme le sang qui circule dans nos veines, quoi. Vous et moi, oui, on peut vivre sans croissance, on changera un peu moins souvent de smartphone, on mangera un peu moins de viande et on s'en portera pas forcément plus mal. Mais de nombreuses personnes vivent encore sans accès aux moyens d'une vie décente, que ce soit sur le plan du logement, de l'alimentation, de l'éducation ou de la santé. Eux ont besoin de croissance. Le problème, c'est que certaines ressources sont épuisables, comme notamment la capacité de l'atmosphère à absorber nos émissions de carbone. Donc, nous devons découpler la croissance économique et notre pression sur l'environnement, notre consommation de ressources. On est plutôt sur la bonne voie, puisque l'an dernier, avec une croissance mondiale à plus de 3%, on a stabilisé nos émissions d'effet de serre. Mais il faudrait aller 2 fois plus vite et augmenter de 6% notre efficacité énergétique et environnementale, de manière à n'asphyxier ni la croissance mondiale, ni la planète, et à rester en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique. L'innovation est-elle la seule planche de salut ? L'innovation n'est pas la seule source de croissance. Le rattrapage technologique, l'accumulation de capital sont des sources de croissance. Mais dans les pays développés en particulier, l'innovation est la principale source de croissance parce que le rattrapage est fait par les pays émergents. Donc nous n'avons pas d'autre choix que d'innover. Mais l'innovation, vous savez, c'est très large. C'est pas seulement des nouveaux produits ou des nouveaux processus de production. C'est tout ce qui fait qu'on invente de nouvelles façons de faire, de nouvelles manières d'organiser le travail, des façons d'économiser l'énergie, des façons de vivre plus intelligemment. Tout ça, c'est de l'innovation. Je crois que si on est dans un monde sans innovation, on est dans un monde profondément malthusien. L'innovation est importante pour permettre une croissance plus sobre. Par exemple, les progrès faits sur le photovoltaïque, sur l'énergie solaire, permettent d'éviter de brûler des énergies fossiles, mais il ne faut pas regarder que l'innovation technique, il faut aussi innover sur nos modèles économiques et sur nos comportements. Par exemple, prendre les transports en commun, utiliser le covoiturage, plutôt que d'utiliser systématiquement la voiture individuelle ou recycler efficacement. À terme, la transition démographique va nous aider un peu, puisque si l'on est moins, nous pourrons consommer plus chacun sans augmenter la pression globale, mais d'ici là, on n'a pas le choix, il faut innover. Quels nouveaux indicateurs pour calculer la dynamique économique ? Il y a des indicateurs de bien-être, donc on peut en mesurer. Un des indicateurs de bien-être, c'est le niveau de vie mesuré par le PIB par tête. Mais il y a d'autres indicateurs qui sont également importants. Par exemple, le niveau des inégalités. C'est important de savoir s'il y a des inégalités excessives ou pas dans un pays. C'est important de savoir si l'environnement, si l'air est propre ou pas. C'est important de savoir si le taux de chômage est élevé et surtout s'il y a du chômage structurel de longue durée ou pas. Bon, tout ça fait partie, reflète un petit peu. Alors il y a aussi une manière directe de mesurer le bonheur. On demande aux gens, on fait des enquêtes, on dit est-ce que vous êtes satisfait de votre vie, est-ce que vous sentez que vous accomplissez, que vous pouvez vous épanouir. Mais il y a des relations entre ces indicateurs. Par exemple, Angus Deaton, qui a eu le prix Nobel cette année, montre qu'il y a un lien très, très clair entre le PIB par tête et les indices de satisfaction. 2 indicateurs me semblent particulièrement pertinents. D'une part, le taux de personnes ayant accès aux moyens d'un mode de vie décent, et d'autre part, l'égalité des chances. Sur le premier indicateur, la France est plutôt bon élève, même si des progrès restent à faire. Sur le deuxième, on est un des plus mauvais élèves de la classe des pays développés, puisque chez nous, un enfant de chômeur a 10 fois moins de chances d'accéder à l'enseignement supérieur qu'un enfant d'enseignant.